Les amis, si je vous dis qu'on est ensemble aujourd'hui pour parler de la Lucid Air Pure, vous me direz, et la Lucid Air Pure, c'est quoi? Eh bien la Lucid Air Pure, c'est ça. C'est la berline du constructeur américain Lucid qui arrive enfin en Europe et avec pour ambition bien entendu de devenir l'un des leaders de la mobilité électrique. Car oui, cette grande berline du format à peu près d'une Mercedes EQE par exemple, mesure près de 5 mètres de long et est le premier produit de la nouvelle marque Lucid. Toutefois, ne pensez pas que Lucid est un constructeur de voitures électriques comme les autres, puisque celui-ci a déjà un passé assez chargé pour une marque aussi jeune, puisque les racines de la marque remontent seulement à 2007, et ça n'est qu'en 2016 qu'ils se sont décidés à partir d'une feuille blanche pour développer la Lucid Air que vous avez sous les yeux aujourd'hui. Et quand je dis qu'ils ont déjà un riche passé, eh bien c'est peu de le dire. Tout d'abord, eh bien parce que le directeur actuel de la société est en fait l'ancien ingénieur en chef de la Tesla Model S. Déjà, rien que ça, eh bien, ça vous pose un petit peu les bases et le sérieux de cette jeune compagnie. Ils ont également engagé plusieurs designers en provenance de chez Mazda, notamment le responsable du design de la Mazda MX-5 NC. Et puis surtout, la marque a déjà un riche passé en compétition puisque ce sont eux qui ont fourni les batteries de la génération 2 de Formule E. Ce sont eux qui fournissent également le moteur de la génération 3 de Formule E. Et ce sont également eux qui fourniront le moteur électrique à la prochaine Aston Martin électrique. Et donc, rien que pour ça, eh bien, on peut dire que Lucid n'est pas vraiment un constructeur de voitures électriques comme les autres. Cette Lucid Air est déjà disponible en Europe, mais seulement sur certains marchés. La marque nous promet qu'elle arrivera très vite en Belgique. On parle de 2025, où la marque prévoit d'ouvrir 2 studios chez nous, un à Bruxelles et probablement un second en Flandre. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment d'informations précises à ce sujet, mais par contre, on a déjà pu essayer cette voiture. Aujourd'hui, Lucid nous a invités à essayer cette version Air Pure, c'est-à-dire la version d'entrée de gamme, la version 2 roues motrices. Donc celle-ci est une simple propulsion avec tout de même 442 chevaux, déjà de très belles performances, mais c'est surtout sur le plan énergétique qu'elle se distingue. Ça, je vous en parle un petit peu plus tard sur la route. Mais d'abord, on va découvrir l'un des autres points forts de ce modèle et ça se passe à l'intérieur. Dans l'habitacle, comme la plupart des voitures électriques, cette Lucid Air fait la part belle aux écrans. On en a absolument partout. Alors on a tout d'abord un écran principal pour l'instrumentation, bien entendu, qui donnera juste les informations de conduite basiques au conducteur. On aura donc savoir si on consomme de l'énergie, si on en récupère. On aura bien sûr la vitesse, on aura l'autonomie et la charge de batterie restante. Et puis sur la partie droite de l'écran, on pourra un petit peu personnaliser les données, donc avoir par exemple les informations de navigation, on pourra avoir les informations de multimédia, les informations du téléphone, mais on n'aura pas vraiment la possibilité de personnaliser réellement l'affichage. On a ensuite un second écran au centre qui permet donc d'avoir accès à tout le multimédia, la navigation, le classique, les fonctions classiques. Mais bien entendu, la plupart des fonctionnalités se règlent via ce grand écran principal qui remplace en fait toute la console centrale. Cet écran est vraiment le cœur de la voiture puisque c'est ici qu'on pourra notamment régler le volant. Donc on devra passer par l'écran et puis on pourra ajuster le volant, vous voyez, en hauteur, en profondeur. On pourra bien entendu le sauvegarder pour que ce soit associé à son profil, puisqu'en fait, la voiture est capable de reconnaître le conducteur via sa clé ou via sa carte d'identification ou même via son smartphone et peut donc optimiser ou en tout cas reproduire tous les réglages préférés du conducteur. Ce sera également le cas pour régler par exemple les rétroviseurs et malheureusement, il faudra également passer par cet écran pour ouvrir la boîte à gants. Voilà, ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais voilà. Si on revient à la page principale, on voit également qu'on a différents réglages ici en haut. On aura donc notamment les ouvertures donc de la prise de charge qui est située, vous le voyez ici à l'avant gauche, l'ouverture du frunk, l'ouverture du coffre, puis le verrouillage des fenêtres, le verrouillage enfant pour les portières arrière. On aura également accès à tous les réglages des sièges, conducteurs et passagers. On aura accès à tous les réglages de conduite. Alors vous voyez qu'on peut également préconditionner manuellement la recharge de la batterie. Alors bien sûr, là encore, il y a un petit message d'avertissement pour nous signaler que le préconditionnement permet de réduire la durée de charge, qu'il est recommandé de l'activer 20 minutes avant la recharge, mais que cela peut réduire l'autonomie restante. Voilà, donc on va confirmer.
Et puis on peut bien entendu définir une limite de charge. Alors vous voyez que la marque indique d'elle-même que pour l'usage quotidien, eh bien, on limite à 80%, ce qui permet de limiter l'impact des recharges sur la batterie. Puis lorsqu'on sait qu'on doit faire une longue distance, hop, on passe sur le mode distance, charge à 100%. Alors il serait bien entendu possible de désactiver le Smart Preconditioning qui donc eh bien, va s'activer automatiquement lorsqu'on aura entré une borne de charge dans la destination. Et puis vous voyez également qu'on a quelques thèmes de personnalisation. Alors grosso modo, on a 6 thèmes qui changent. Alors d'une part, l'image en fond ici comme vous pouvez le voir. Et puis d'autre part, la couleur des écrans principaux. Mais globalement, voilà, c'est assez léger comme personnalisation. Et Lucid a également prévu la Digital Detox puisque cet écran peut être complètement escamoté dans le tableau de bord. Il suffit d'un petit mouvement vers le haut et vous voyez la tablette rentre complètement dans le tableau de bord. Ça permet de libérer un grand espace de rangement supplémentaire ici. Et bien entendu, si on souhaite à nouveau avoir accès à l'écran, eh bien, il suffit d'appuyer ici et voilà l'écran qui reprend sa place. Lucid a quand même bien préparé ça puisque vous voyez on conserve des commandes bel et bien physiques pour régler la température directement sans avoir à passer par aucun des écrans et puis on peut également régler le volume directement via la petite molette ici. Et puis on a un 4e écran qui est situé à la gauche du volant qui permettra donc d'avoir accès à toutes les fonctionnalités d'essuie-glace, de phare, de dégivrage également et puis qui permettra d'ouvrir le frunk à l'avant, de verrouiller ou déverrouiller le véhicule et d'ouvrir la trappe de charge. À bord, vous le voyez, on a énormément de place. Ça, c'est vraiment l'un des gros points forts de la voiture et c'est notamment permis par la compacité des moteurs. Ça permet d'avoir un habitacle qui est très très long. On a un empattement de presque 3 mètres et vraiment l'espace est très très bien optimisé à bord. Vous voyez ici, on a d'énormes rangements entre les sièges. On en a un derrière l'écran comme je viens de vous montrer. On a de grands bacs de portière et on a vraiment beaucoup d'espace. Et vous allez voir qu'il n'y a pas qu'à l'avant que les passagers sont gâtés. À l'arrière aussi, on a énormément de place. Regardez ça, je peux pratiquement étendre mes jambes tellement il y a de la place. Et ça, c'est donc permis par ce très long empattement et cette optimisation de l'espace. On a beaucoup plus de place qu'à la concurrence. Par exemple, si on reprend l'exemple de la Mercedes EQE, eh bien, vous voyez, on a de la place ici comme dans une Mercedes classe S longue d'après Lucid. Donc, c'est vraiment énorme. Et cette version R, qui est donc la version d'entrée de gamme, a un gros avantage par rapport aux versions supérieures, donc que ce soit Touring, Grand Touring ou Saphir, c'est qu'on est mieux installé aux places arrière puisqu'on a un petit peu plus de hauteur au niveau de l'assise, puisque celle-ci embarque une batterie un petit peu plus compacte, 88 kWh contre plus de 100 pour les versions les plus haut de gamme. Et bien, ça a permis d'enlever quelques modules qui ont été judicieusement enlevés dans le plancher au niveau des pieds des passagers arrière et donc vous voyez on a une bonne assise et on n'a pas l'impression de voyager avec les genoux dans le menton comme c'est parfois le cas dans les voitures électriques à cause justement de cette batterie placée sous le plancher. Alors bien entendu les passagers arrière sont également très choyés, ils ont droit à leur propre module de climatisation qui sera optionnel sur cette version pure. Ils ont un double port USB et ici encore on a de beaux espaces de rangement puisqu'on a également un bac ici entre les passagers. On a un accoudoir central et bien entendu une trappe à ski qui permettra donc de charger de longs objets. Sachez aussi que la banquette est par ailleurs rabattable en 2 parties, ce qui permettra de libérer un plancher de chargement plat pour là encore pouvoir obtenir une meilleure modularité. Et à l'arrière, on a en plus un volume de chargement très généreux puisqu'on a un coffre de 627 litres. Alors évidemment, ce n'est pas un coffre de SUV, c'est-à-dire qu'on est un peu limité en hauteur, mais ça reste quand même un volume particulièrement généreux. Et puis si vous venez voir un petit peu plus près, eh bien, vous voyez qu'on a encore un grand bac de rangement sous le plancher, donc ça permettra vraiment d'avoir un très très beau volume exploitable. Et si ça ne suffit pas encore, on a sous le capot avant un frunk de 283 litres, ce qui fait qu'on a un volume de chargement total de 910 litres et ça c'est absolument énorme, surtout pour une berline. Mais il est maintenant temps d'aller voir sur la route ce que vaut cette Lucid Air Pure propulsion. Je vous en dirai un petit peu plus, on va continuer à découvrir toutes ses particularités. C'est parti. Nous voilà donc au volant de cette Lucid Air Pure, donc je le rappelle 442 chevaux, c'est donc la version d'entrée de gamme de la gamme Lucid aujourd'hui, puisque au-dessus eh bien, on a la version Touring 620 chevaux, la version Grand Touring
qui est donc elle à 830 chevaux. Et puis tout en haut de la gamme, on a la version Dream Edition qui était donc à 1111 chevaux et même qui va être remplacée prochainement par la Saphir qui elle va même jusqu'à 1251 chevaux. C'est absolument dingue. Mais revenons-en à notre voiture du jour. Comme je le disais, la puissance est déjà largement suffisante. On a de très belles performances et surtout une excellente motricité puisque le constructeur a travaillé non seulement sur l'efficience et sur ses moteurs, mais également sur toute l'efficience dans la transmission au sol. Par exemple, la voiture ne dispose pas d'un contrôle de traction traditionnel, mais bien d'un système plus évolué qui permet des corrections jusqu'à 100 fois par seconde, alors qu'un système classique va plutôt être autour de 40 fois. Et donc, ça permet vraiment de n'avoir aucune perte de motricité, aucun effet de remontée de couple lorsqu'on accélère, même très fort. Et même sur route mouillée, ce sera hyper limité. C'est d'une efficacité absolument dingue. Mais puisqu'on est en Autriche et qu'il y a énormément de contrôle de vitesse, qu'il y a énormément de radars et surtout que les limites de vitesse sont assez drastiques, puisque sur national, on va être entre 80, 50 dans les villages, parfois même 40. Donc ça ne nous permet pas vraiment de tirer le meilleur parti de cette voiture et de ses autres versions. Et donc pour cela, eh bien, Lucid nous avait prévu une petite séance sur circuit pour vraiment nous montrer toute l'agilité de sa voiture, nous montrer toute son efficacité avec donc cette version R, mais également la version Grand Touring. Et du coup, sur circuit, eh bien, on constate que la voiture fait preuve d'une excellente stabilité. Même le freinage se montre hyper stable. Et puis surtout, les réaccélérations sont vraiment dingues. Mais on doit quand même dire que dans ces conditions sur piste, la voiture reste un chouïa en deçà d'une Porsche Taycan. Alors pas du tout en termes d'efficacité ou de performance pure, encore une fois, mais en termes de feeling, on sent que la philosophie de développement des deux voitures a été différente. Ici, les ingénieurs ont voulu développer une grande berline polyvalente, mais capable d'aller sur la piste, que chez Porsche, on sent qu'ils ont développé une voiture de sport capable de répondre à des besoins familiaux. Et cette philosophie, ça se ressent notamment dans l'attaque du freinage qui va être beaucoup plus douce sur cette Lucid que sur une Porsche. Ça va se ressentir dans la direction qui va être un petit peu moins directe dans ce cas-ci, un petit peu moins incisive. Tout ce genre de petits détails qui fait que la Porsche sur piste va rester plus émotionnelle, si je puis dire. Toutefois, soyons clairs, ce n'est pas tout le monde qui va aller avec sa voiture sur circuit. Et donc, si on s'en tient à la route, cette Lucid Air Pure est absolument magistrale. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. On a vraiment une sensation de voiture très aboutie, ce qui est rarement le cas lorsqu'il s'agit du premier produit d'un constructeur. On a ici une voiture qui est très bien calibrée, on a une très bonne réponse au freinage, une direction suffisamment consistante, donc pas surassistée comme on peut parfois en avoir sur certains modèles concurrents. Puis on a une insonorisation qui est particulièrement soignée. C'est vraiment très bien isolé de tous les bruits extérieurs. Et bien entendu, on n'a aucun bruit de moteur puisque Lucid n'a pas jugé nécessaire d'introduire des bruits de moteur artificiels. Alors bien sûr, il y a l'avertisseur de piétons en dessous de 30 km/h, je pense, donc qui permet d'avertir les piétons qu'un véhicule électrique approche. Mais on n'a pas de sonorité artificielle comme on peut en avoir chez BMW, chez Mercedes par exemple. Et le confort est réellement l'un des points forts de cette voiture. On n'a pas de suspension pneumatique, là encore parce que les ingénieurs ont estimé que pour une berline, ça n'était pas indispensable. Le SUV Gravity, lui, en aura. On n'a pas d'essieu arrière directionnel non plus, ce qu'aura également le SUV Gravity qui sera donc le second modèle de la marque. Mais ici, on a donc des suspensions classiques, pilotées électroniquement tout de même. Dans le cas présent, ça se montre très agréable au niveau de la filtration et de l'amortissement. Et ça ne remonte quasiment pas de vibrations aux passagers. Vraiment, on sent qu'on est vraiment dans une grande berline de luxe. Et c'est d'autant plus vrai sur le mode smooth, c'est-à-dire le mode le plus doux des trois qui sont proposés. On a donc un mode smooth qui sera donc vraiment pour les longs trajets, pour le cruising, donc à vitesse modérée, vraiment pour avoir une conduite douce. On aura ensuite le mode Swift qui sera une sorte de mode sport, mais pour la route. Et puis on aura le mode sprint qui, lui, sera à réserver à la piste. D'ailleurs, il y a un petit message d'avertissement qui s'affiche à chaque fois qu'on souhaite utiliser le mode sprint, en disant que c'est à réserver à un usage sur piste et pour des conducteurs aguerris, etc.
Et puis en mode sprint, on aura également un launch control qui ne demandera pas de bouton d'activation ni quoi que ce soit. Il suffira d'être à l'arrêt en mode sprint, de mettre le pied gauche sur le frein, le pied droit sur l'accélérateur. Le mode launch control s'activera automatiquement. Et puis lorsqu'on lâche la pédale de frein, ça part d'un coup comme un launch control classique. Sur les deux premiers modes de conduite, on a également deux modes de récupération. Un mode low et un mode standard. Alors il faut savoir que le mode standard est déjà un mode de récupération one pedal driving. C'est-à-dire que la récupération est très marquée et permet vraiment au véhicule d'aller jusqu'à l'arrêt complet. On peut toutefois gérer ça via l'écran central. Donc on peut choisir soit d'aller jusqu'à l'arrêt complet, soit de laisser une légère avance à quelques km/h, 4 ou 5 km/h sur les derniers mètres pour ceux qui n'aiment pas le mode one pedal. Alors moi personnellement je trouve ça très pratique, j'aime beaucoup et vraiment à l'usage, une fois qu'on a compris le dosage de l'accélérateur, ça se montre très agréable, même si évidemment dans les premiers temps ça demande un petit temps d'adaptation puisque dès qu'on va relâcher ou qu'on va même exercer une pression un petit peu moindre sur l'accélérateur, on va avoir une décélération très marquée. Et c'est donc pour ça qu'on a un mode low, puisque le mode low permet de réduire un petit peu cette régénération pour avoir un petit peu plus de roue libre. Mais on n'est clairement pas dans un mode coasting, par exemple dans un mode purement roue libre, c'est-à-dire que ce sera certes moins marqué, mais on aura quand même encore une décélération plus marquée que sur certains modèles concurrents. Et tout ça participe bien sûr à l'efficience globale du véhicule. C'est d'ailleurs la raison qui fait que les ingénieurs n'ont pas souhaité permettre au conducteur de gérer lui-même la récupération via par exemple des palettes au volant ou un mode B qu'on trouverait sur la console centrale. Ici, tout est prévu pour un maximum d'efficience de série. Et tout ça a porté ses fruits puisque cette Lucid Air Pure Propulsion a été homologué entre 13 et 13,7 kWh au 100 km selon le cycle WLTP. Rendez-vous compte, c'est absolument dingue. On est sur des valeurs clairement habituellement obtenues par une citadine électrique. Et en termes d'autonomie, ça se traduit par une autonomie de 708 à 747 km selon que vous optiez pour les jantes de 19 ou les jantes de 20 pouces. Et en termes de consommation réelle, on a atteint des valeurs absolument exceptionnelles, vraiment pour une voiture de ce gabarit. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je vais vous donner plusieurs valeurs. La première, c'était sur la première section de route, qui était principalement de l'autoroute, pendant une centaine de kilomètres environ, à des vitesses tout à fait normales pour avoir un petit peu un avis sur ce qu'on pourrait obtenir ailleurs qu'en Allemagne en tout cas, donc sur des autoroutes limitées. Donc j'ai maintenu la vitesse entre 120 et 130 quand c'était des portions illimitées, et puis bien sûr on a eu des portions à 90, des portions à 100 à l'heure, etc. Et sur ces portions, on avait une consommation moyenne de 14,1 kWh au 100 km. 14,1 kWh au 100 km en roulant à vitesse autoroutière normale. C'est quand même absolument dingue et c'est à peine supérieur à la valeur normale annoncée par la marque qui est donc de 13,7. Et puis après, puisqu'on est en Allemagne, on s'est quand même un petit peu amusé sur l'autoroute. Alors déjà, je peux vous dire qu'à très haute vitesse, la voiture reste parfaitement stable, ça ne bouge pas du tout. Et sur cette portion, principalement autoroutière, à ce moment-là, à des vitesses donc très élevées lorsque c'était permis, on a atteint une moyenne de 17 kWh au 100 km. Donc même dans ces conditions, on voit que la consommation n'explose pas. Ensuite, on a atteint une seconde portion du trajet où il y avait un petit peu plus de montagne, on s'est un petit peu plus amusé avec le véhicule. On a sans doute roulé, je dirais, un petit peu plus vite, en tout cas de manière moins régulière. Et du coup, la consommation moyenne est montée à 16,1 kWh au 100 km, ce qui reste quand même une très très bonne valeur compte tenu notamment du dénivelé qu'on a rencontré. Et ce qui nous amène au final sur l'ensemble du trajet, on a parcouru exactement 485 km ici au moment où je vous parle, et il nous reste encore une dizaine de kilomètres, mais on a parcouru 485 km et la consommation moyenne est de 16,1 kWh au 100 km. C'est absolument dingue et donc ça veut dire qu'avec la batterie de 88 kWh de notre version d'essai, on peut atteindre facilement les 520 à 550 km réels sans forcer parce qu'on n'a pas du tout cherché à rouler, à faire de l'éco-conduite. En tout cas, on n'a pas cherché à vraiment conduire de manière très économique. Et donc 520 à 550 km réels,
vous avouerez que ça enlève complètement la crainte de la panne sèche, entre guillemets. Et ça permet vraiment de parcourir de très longs trajets facilement. Surtout que pour les longs trajets, cette Lucid Air a encore un gros avantage, c'est qu'elle permet des recharges ultra rapides jusqu'à 400 kW. Alors 400 kW, ce sera pour les versions supérieures. Et pour celle-ci, eh bien, on sera limité entre guillemets à 250 kW, ce qui est déjà une très très bonne valeur. Et du coup, eh bien, sur toutes les versions, ça permettra de récupérer jusqu'à 400 km d'autonomie en 20 minutes de branchement seulement. Et du coup, eh bien, ça signifie que pour les longs trajets, on n'aura premièrement pas beaucoup de pauses à faire et qu'en plus, les pauses pourront être particulièrement courtes. Et puis, en courant alternatif, la recharge pourra se faire jusqu'à 22 kW. Là encore, c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. Et bien voilà pour notre essai avec cette Lucid Air Pure. Et très franchement, eh bien, qu'est-ce qu'on va en retenir? C'est qu'on a rarement vu une voiture aussi aboutie pour un nouveau constructeur. Cette voiture semble vraiment être prête pour affronter les marques bien établies dans le segment premium. Elle ne souffre d'aucun défaut et surtout elle a vraiment une technologie électrique qui, on l'a vu, est particulièrement efficiente. Donc très clairement, cette voiture est non seulement une très bonne voiture électrique, mais en plus une très bonne voiture tout court. Et ça, dans le monde des voitures électriques nouvelles qui arrivent sur le marché, ce n'est pas toujours le cas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous si vous êtes impatients de voir arriver cette Lucid Air Pure en Belgique. Alors pour information, je vais quand même vous donner une petite idée de son prix. Ici en Allemagne, où on l'a essayé, elle est disponible à partir de 85 000 € TVA comprise. Donc ça en fait une vraie concurrente pour la Mercedes EQE, mais également par exemple pour la Porsche Taycan ou encore les Tesla Model S. Pas tout à fait la modèle S-Plaid, en tout cas dans cette configuration. Mais en tout cas, voilà, dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes impatient de l'avoir débarqué chez nous. Puis comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à tous nos réseaux sociaux pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos et de toute l'actu auto. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!